En 2013, au large des côtes de Madagascar, dans les eaux cristallines baignées de soleil du canal de Mozambique, un groupe international de biologistes marins dirigé par le docteur Salvatore Serchio a été confronté à un fantôme. Ils n'étaient pas là pour chasser des mythes. Leur mission était routinière et scientifique. Ils installaient un réseau d'hydrophones, des microphones sous-marins ultrasensibles pour écouter l'océan, étudier le paysage acoustique et suivre les voies migratoires des espèces de baleines connues. Et un jour, l'océan leur a parlé dans une langue que personne d'entre eux n'avait jamais entendue. Leur équipement a capté une étrange chanson rythmique à basse fréquence. C'était un chant mélancolique et complexe de baleines à bosse accompagné du grondement infrasonique des géants bleus. C'était un poule fantomatique, un bourdonnement profond et régulier qui ne correspondait à aucune signature acoustique connue dans leur vaste bibliothèque. Bientôt, ils ont aperçu le chanteur lui-même. À première vue, c'était un rorqual de Bride, une espèce assez ordinaire pour ces eaux tropicales. Mais si quelque chose n'allait pas fondamentalement. Il était trop petit pour un rorqual adulte. Ses mouvements étaient trop brusques et rapides. Sa nageoire dorsale avait une forme différente plus raide. Et surtout, sa coloration était anormale impossible. La mâchoire droite était d'un blanc éclatant, tandis que la gauche était d'un noir charbon. Cette étrange asymétrie marquée n'était propre à aucune baleine connue dans cette région du monde. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des reconnaissances. Merci numéro 1. Les scientifiques d'abord étaient dans une totale confusion. Ils faisaient face à un énorme mammifère de 12 mètres respirant l'air mais ne pouvaient pas lui donner de nom. Dans leur catalogue, dans tous les guides marins, dans toute la science moderne, cette baleine n'existait pas. En fait, elle existait mais seulement comme un fantôme scientifique et comme un souvenir flou. Pendant près de 100 ans, elle n'avait été connue que par quelques ossements à moitié fossilisés, trouvés sur une île japonaise éloignée et par des rapports confus et flous de baleiniers du début du XXe siècle. La plupart des scientifiques la considéraient soit comme une forme naine depuis longtemps éteinte de baleine bleue, soit comme un hybride stérile rare, soit, ce qui est le plus probable, simplement comme une erreur dans de vieux dossiers poussiéreux. Pour la science du XXIe siècle, cette baleine était morte. Mais la voilà vivante de chair et de sang nageant juste devant leur navire de recherche, respirant, chassant et chantant sa mystérieuse chanson inconnue. C'était une rencontre avec l'impossible. Comment un mammifère de la taille d'un autobus pouvait-il se cacher de l'humanité tout entière à l'ère des satellites, des sonars, de l'analyse génétique et de la surveillance totale des océans mondiaux? Que se passerait-il si l'océan, qui couvre 2 tiers de la surface de notre planète, cachait encore dans ses profondeurs inexplorées des créatures que nous avons depuis longtemps rayées, des bestiaires des anciens mythes ou des pages des manuels de paléontologie? Mais pour vraiment comprendre pourquoi la rencontre avec cette baleine fantôme a été un choc assourdissant pour le monde scientifique, il faut d'abord jeter un œil sur d'autres habitants des abysses qui eux aussi sont revenus d'entre les morts. Plongeons dans les histoires de 8 autres créatures marines incroyables qui ont été considérées comme des fictions, des légendes ou des vestiges préhistoriques pour finalement revenir aux protagonistes de notre récit et révéler tous ces étonnants mystères. Commençons par un classique absolu, un fossile vivant qui est devenu une icône de la cryptozoologie et un symbole de toutes les incroyables découvertes biologiques du XXe siècle. Le coélacanthe, ou comme on l'appelle plus souvent, le latimeria. Imaginez un poisson qui vivait encore à l'époque des dinosaures, il y a 400 millions d'années. Il nageait dans les océans préhistoriques chauds et peu profonds, alors que les premiers amphibiens émergeaient à peine maladroitement et timidement sur la terre ferme. Ces nageoires étranges et charnues ressemblant à des membres étaient l'un des premiers essais de l'évolution sur le chemin des jambes. Les paléontologues en savaient pratiquement tout. Grâce à des centaines de fossiles parfaitement conservés, ils ont reconstitué son apparence, son anatomie, son monde avec une précision incroyable. Et ils savaient exactement quand il avait disparu de la surface de la Terre, avec les dinosaures. Il y a 66 millions d'années, lors de la grande extinction du Crétacé-Paléogène causée par la chute d'un astéroïde géant. Le coélacanthe était devenu un symbole du lointain passé, tout comme le tricératops ou le tyrannosaure. Son chapitre dans les manuels de paléontologie avait été écrit et définitivement clos. Et voilà, le 23 décembre 1938, au large des côtes de l'Afrique du Sud, ce chapitre n'a pas seulement été réécrit, il a été explosé. Marjorie Courtenay-Latimer, une jeune femme dynamique conservatrice d'un petit musée modeste dans la ville portuaire d'East London, examinait comme à son habitude les prises des pêcheurs locaux à la recherche d'échantillons inhabituels pour sa collection. Et dans l'une des barques parmi les poissons ordinaires, elle l'a vu.
Un grand poisson d'1,5 mètre d'une étrange couleur bleu-vert couvert d'écailles dures venues à un heure. Du reste, sont allés s'échaler comme une amorettadure. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Les pêcheurs, le considérant comme inutile, voulaient simplement le jeter par-dessus bord, mais Marjorie, poussée par l'intuition d'une scientifique, insista pour que cette étrange créature soit amenée au musée. Elle fit quelques croquis et, dans un désespoir, les envoya au professeur James Smith, un célèbre théologien. La réponse qu'il lui envoya sous forme de télégramme entra dans tous les annales de l'histoire scientifique. Conservez immédiatement le squelette et les branchies du poisson que vous avez décrit. Découverte majeure dans l'histoire de la biologie. Votre poisson est un coélacanthe. Smith abandonna toutes ses affaires et se précipita à East London. Quand il vit les restes à moitié en décomposition de ce qui avait été considéré comme éteint depuis 66 millions d'années, il pleura selon ses propres mots. La découverte du coélacanthe n'était pas simplement la découverte d'une nouvelle espèce. C'était un coup dévastateur porté à l'arrogance humaine et à notre conception de l'étendue de nos connaissances. Cela prouvait que l'océan était une gigantesque machine à remonter le temps où dans les obscures profondeurs froides pouvaient encore vivre des créatures des époques géologiques depuis longtemps disparues. Des êtres que nous ne connaissons que par des empreintes fossiles dans la pierre. Passons du monde de la science stricte à celui de l'horreur primitive et rationnelle. Pendant des milliers d'années, des marins de tout pays et civilisation des anciens Grecs aux Vikings scandinaves ont raconté des histoires à son sujet. Du kraken, d'un monstre de la taille d'une île flottante capable d'entraîner au fond de l'eau non seulement un bateau de pêche, mais aussi un galion entier avec tout son équipage dans ses gigantesques tentacules musclés. Ces histoires étonnantes étaient considérées comme des contes de mer, des inventions de marins ivres, des manifestations de peur et d'eau salée. Les scientifiques et des geeks et du XXe siècle, à l'époque des Lumières et du rationalisme, se moquaient d'elle avec condescendance. Aucun kraken, bien sûr, n'existe. Ce ne sont que des récits exagérés et embellis de gros poulpes. Mais l'océan persistait à garder son secret. On continuait à retrouver sur la peau lisse des cachalots, ces géants des profondeurs, d'énormes cicatrices rondes parfaitement dessinées de ventouses, de la taille d'une grande assiette. Parfois, après des tempêtes, des tentacules géants de plusieurs mètres, aussi épais qu'une jambe d'homme adulte, étaient rejetés sur le rivage. Mais la bête elle-même vivante ou morte n'avait jamais été vue par aucun scientifique. Le kraken restait un mythe. Tout a changé dans les années 1870. Au large de Terre-Neuve au Canada, les pêcheurs ont commencé à trouver de plus en plus souvent dans leurs filets les restes de gigantesques céphalopodes. Le point culminant a été atteint en 1878 lorsqu'un corps parfaitement conservé d'un calmar géant ou Architeuthis a été rejeté sur le rivage mesurant plus de 13 mètres de long. Ses yeux étaient de la taille d'une tête humaine, les plus grands yeux de tout le règne animal. Le kraken devenait une réalité. Mais même après cette reconnaissance officielle, il restait un fantôme. Nous ne savions de lui que par des spécimens morts ou mourants rejetés sur le rivage. Personne n'avait jamais vu un kraken vivant dans son habitat naturel, dans l'obscurité inkie et glacée des profondeurs océaniques. Il était le roi des abysses dont nous pouvions juger uniquement par son cadavre sans vie. Et seulement en 2004, 126 ans après la reconnaissance officielle de son existence, des scientifiques japonais, dirigés par Tsunemi Kubodera, ont réussi à réaliser l'impossible. Grâce à une caméra sous-marine spéciale avec un appât puissant, ils ont photographié pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un calmar géant vivant à une profondeur de 900 mètres. Et en 2012, la même équipe en collaboration avec la chaîne Discovery Channel l'a filmé. Le monde a enfin vu un kraken vivant. C'était une créature gracieuse, intelligente et incroyablement puissante nageant lentement et majestueusement dans l'obscurité absolue. L'histoire du calmar géant est une leçon claire sur la façon dont nos préjugés et nos peurs peuvent nous amener à mal comprendre la nature. Nous nous attendions à voir un monstre et nous avons trouvé l'un des charognards les plus étranges, inoffensifs et exceptionnellement adaptés de notre planète. Parfois, les découvertes les plus incroyables se produisent tout à fait par accident, par la volonté d'un hasard aveugle. Le 15 novembre 1976, les îles Hawaï. Un navire de recherche de la marine américaine effectuait des travaux hydrographiques en grande profondeur. Pour stabiliser le navire dans des eaux tumultueuses, 2 énormes parachutes sous-marins ou ancres marines ont été déployés. Lorsque l'équipage a commencé à remonter l'une de ces ancres à une profondeur d'environ 165 mètres, ils ont senti qu'elle était accrochée à quelque chose de fort. En tirant avec beaucoup de difficulté l'énorme ancre sur le pont, les marins et les scientifiques à bord sont restés stupéfaits.
Dans ses solides sangles était enchevêtré un énorme être presque de 5 mètres de long qui ne ressemblait à aucun requin connu d'eux. Il avait une tête gigantesque disproportionnellement grande, presque caricaturale, et une bouche aussi grande qu'une grotte illuminée de l'intérieur par une lumière mystérieuse. Son corps était flasque et mou comme celui d'une méduse, et ses nageoires étaient petites et faibles. C'était complètement différent d'un prédateur rapide et musclé comme le grand requin blanc ou le requin tigre. C'était quelque chose de lent, d'étrange, presque extraterrestre. Les scientifiques arrivés à bord pour étudier la découverte étaient en état de choc scientifique. Ils ont immédiatement compris qu'ils n'avaient pas seulement devant eux une nouvelle espèce inconnue, mais un représentant d'une famille de requins complètement nouvelle, jusqu'alors inconnue de la science. On l'a appelé le requin à grande bouche ou Megamus. C'était la troisième découverte de l'histoire de la science d'un requin géant se nourrissant de plancton après le requin-baleine et le requin géant. Mais contrairement à eux, le Megamus était et reste un vrai fantôme. Au cours des 50 années suivantes, malgré tous les progrès technologiques de la recherche sous-marine, les gens ne l'ont vu qu'environ 100 fois. Chaque rencontre de ce type est une sensation scientifique mondiale. Nous ne savons toujours presque rien de son mode de vie, de la façon et du lieu où elle se reproduit, où elle vit la plupart du temps. Nous savons juste qu'elle existe. Le requin à grande bouche est une preuve vivante que même au XXIe siècle, l'océan mondial peut cacher dans ses eaux de véritables géants dont nous n'avions même pas soupçonné l'existence. Et chaque découverte accidentelle de ce type n'est qu'un faible indice de combien d'autres mystères inexplorés et incroyables se cachent dans les profondeurs sombres. Revenons dans le passé, dans le monde des fossiles vivants. En 1888, un pêcheur japonais au large de Yokohama, près de Tokyo, a remonté des profondeurs quelque chose qui ressemblait à un cauchemar de la nature. C'était un requin, mais un requin déformé comme s'il avait été créé par un sculpteur surréaliste fou. Il avait une peau rose presque transparente à travers laquelle on voyait les vaisseaux sanguins lui donnant l'apparence d'une créature brûlée. De petits yeux noirs et malveillants, et surtout une longue excroissance plate en forme d'épée sur le nez avec en dessous d'incroyables mâchoires rétractables garnies de dents fines et aiguisées comme des aiguilles. Lorsque ce requin attaquait ses mâchoires, se projetait vers l'avant à une vitesse incroyable, presque comme dans le célèbre film Alien. Le pêcheur, à la fois effrayé et intrigué, a vendu ce monstre à l'ornithologue britannique et marchand d'exotiques Alan Houston, qui, réalisant la valeur scientifique de la découverte, l'a remis à des scientifiques. Le monde scientifique a été stupéfait. Ce requin ne ressemblait à aucune espèce moderne, mais il était frappant presque identique à l'extinct requin Scapanorhynchus, qui vivait à l'époque du Crétacé, à l'époque des dinosaures. Il s'est avéré que le requin gobelin, ou requin des abysses, est le seul représentant survivant sur la planète d'une ancienne famille qui a plus de 125 millions d'années. C'est un autre dinosaure qui a survécu jusqu'à nos jours dans les eaux sombres et froides de la pente continentale. Son long nez en forme de poignard, comme il s'est avéré, possède 7000 cellules électrosensibles spéciales, appelées ampoules de Lorenzini, qui lui permettent de détecter les faibles champs électriques créés par les contractions musculaires de ses proies dans l'obscurité totale. Et sa mâchoire rétractable incroyable est un mécanisme parfait perfectionné par l'évolution pour capturer rapidement des proies rapides et glissantes. Le requin gobelin n'est pas simplement une espèce rare. C'est une fenêtre sur le lointain passé étrange et étranger de notre planète. Il nous montre à quel point les anciens prédateurs étaient étranges et bizarres, et nous rappelle que l'océan est le meilleur musée d'histoire naturelle au monde où certains spécimens sont encore vivants. Son nom scientifique sonne comme un sort tiré d'un vieux livre d'horreur, Vampiroteutis infernalis, ce qui traduit du latin signifie rien de moins que le calmar vampire de l'enfer. Et quand vous le voyez, vous comprenez pourquoi les premiers chercheurs lui ont donné un nom aussi sinistre. C'est une petite créature d'environ 30 cm de long. Elle vit à des profondeurs de 600 à 900 mètres dans ce qu'on appelle la zone de minimum d'oxygène où il n'y a presque pas de lumière et très peu d'oxygène pour respirer. Il a de grands yeux rouges ou bleus, une peau noire veloutée et 8 tentacules reliés par une membrane dense qui rappelle le manteau du comte Dracula. Lorsque ce calmar se sent menacé, il retourne ce manteau couvrant complètement son corps et exhibant des rangées de piquants effrayants appelés cires. Pendant longtemps, les scientifiques qui l'ont étudié à partir d'exemplaires capturés et remontés à la surface le considéraient qu'en cancant comme un prédateur sanguinaire et agressif, un véritable vampire des profondeurs sombres. Mais lorsque des appareils modernes télécommandés capables de l'observer dans son habitat naturel sans lui faire de mal sont apparus, la vérité s'est révélée encore plus étrange et surprenante. Le calmar vampire. Pas un prédateur.
C'est un détritivore. Il se nourrit de ce qu'on appelle la neige marine, les restes de plancton qui tombent lentement dans les profondeurs, les excréments de poissons et de baleines, la boue et d'autres déchets organiques. Il déploie ses 2 longs filaments collants et, telle une toile vivante, capture cette manne tombant des couches supérieures de l'océan. Et sa plus terrible réaction de défense n'est pas une morsure, mais un nuage de mucus bioluminescent et lumineux. Ce nuage éblouit et désoriente le prédateur, permettant aux vampires pacifistes de disparaître tranquillement dans l'obscurité environnante. L'histoire du calmar vampire est une histoire de la façon dont nos préjugés et nos peurs peuvent nous amener à mal comprendre complètement la nature. Nous nous attendions à voir un monstre, et nous avons trouvé l'un des charognards les plus étranges, inoffensifs et exceptionnellement adaptés de notre planète. Même lorsque nous pensions enfin avoir percé le mystère du légendaire Kraken en trouvant et étudiant le calmar géant l'océan, nous a réservé une autre surprise bien plus brutale. En 1925, dans l'estomac d'un cachalot capturé par des baleiniers, 2 tentacules géants ont été trouvés qui n'appartenaient clairement pas à l'Architeuthis. Ils étaient beaucoup plus épais et puissants, et au lieu de ventouses habituelles, ils avaient des crochets en chitine aiguisés, rotatifs, comme des articulations. Ainsi, le monde a appris pour la première fois l'existence d'un second géant encore plus massif et mystérieux, le calmar colossal ou Mesonicoteuthis. Si le calmar géant est un prédateur long élancé et rapide comme un guépard, le colossal est un lutteur lourd, musclé et puissant comme un ours grizzly. Il vit dans les eaux glacées et tempétueuses de l'Antarctique et apparemment atteint des tailles encore plus grandes que son célèbre parent. Sa mante est beaucoup plus large et lourde tandis que ses tentacules sont plus courts. Mais ils sont armés de dizaines de crochets mortels laissant sur la peau des cachalots de longues cicatrices profondes. Pendant longtemps, nous n'en savions que par ces cicatrices et par des restes semi-digérés trouvés dans l'estomac des baleines. Ce n'est qu'en 2003 qu'un premier spécimen relativement entier a été capturé. Et en 2007, des pêcheurs néo-zélandais pêchant dans la mer de Ross ont accidentellement attrapé le plus grand spécimen jamais pris, un géant de 10 mètres pesant près de 500 kg. Aujourd'hui, ce corps géant, exposé au Musée national de Nouvelle-Zélande Te Papa à Wellington, est en réalité la seule chose que nous avons pour étudier ce type en détail. Nous n'avons jamais vu le calmar colossal vivant dans son habitat glacé. Il reste le véritable souverain des ténèbres antarctiques, une créature dont la force et la fureur ne peuvent être jugées que par les blessures qu'elle laisse sur le corps du plus grand prédateur de notre planète, le cachalot. Tous les mondes perdus et leurs habitants ne doivent pas nécessairement être des géants. Parfois, les découvertes les plus incroyables et étonnantes se cachent à la vue de tous, simplement invisibles. En 1969, un scientifique australien nommé George Bargabant étudiait les coraux de Gorgonia pour un aquarium en Nouvelle-Calédonie. En examinant les branches de corail à bord du navire, il remarqua accidentellement qu'un des minuscules bourgeons sur celui-ci avait bougé. En regardant à travers une loupe, il n'en croyait pas ses yeux. C'était un minuscule hippocampe, mesurant moins de 2 cm, qui imitait si parfaitement la texture et la couleur du corail sur lequel il vivait, qu'il était pratiquement invisible. Ainsi, l'hippocampe nain de Bargabant a été découvert. C'est un maître incontesté du camouflage. Il passe toute sa vie sur un seul buisson de corail se nourrissant des minuscules crustacés qui passent à proximité. Son corps est couvert de petites protubérances qui reproduisent exactement les polypes du corail. Cette espèce vivait à nos côtés dans des lieux de plongée populaires et bien étudiés mais restait complètement invisible tout au long de l'histoire de l'humanité. Sa découverte a montré que l'océan cache ses innombrables secrets, non seulement dans l'obscurité impénétrable des profondeurs abyssales, mais aussi dans la profusion de couleurs et de formes des récifs coralliens. Et combien d'autres êtres invisibles et cryptiques attendant leur heure pour être accidentellement découverts dépend uniquement de notre attention, de notre patience et bien sûr de notre chance. Et nous revenons à lui, au fantôme de 12 mètres qui chantait sa chanson inconnue de la science au bord ensoleillé de Madagascar à la baleine qui n'aurait pas dû exister. Pour comprendre toute la profondeur et la complexité de cette histoire de détective, il faut revenir aux années 1970. Le scientifique japonais en cétologie, le Dr Hideo Omura, l'un des patriarches de la biologie marine japonaise, étudiait les anciens archives de l'industrie baleinière japonaise d'avant-guerre. Dans ses journaux poussiéreux et jaunis par le temps, il tomba sur des mentions étranges de petits rorquals de Bride atypiques que les baleiniers capturaient parfois dans la région Indo-Pacifique. Ils ne correspondaient pas tout à fait à la description standard. Plus tard, en 1988, un groupe de scientifiques japonais a mené une vaste étude génétique sur un produit appelé viande de baleine, qui était légalement et illégalement vendu sur les marchés japonais.
et parmi des centaines d'échantillons, ils trouvèrent de l'ADN qui ne correspondait à aucune espèce de baleine connue. C'était la première preuve purement génétique de l'existence d'une espèce fantôme. Mais la science a besoin de plus que des gènes. Elle a besoin d'un spécimen type un squelette qui peut être mesuré, décrit et catalogué. Et un tel spécimen, comme il s'est avéré, avait déjà été trouvé depuis longtemps. En fait, il avait été stocké pendant des décennies dans un musée japonais découvert dans les années 1970. Ce furent des ossements rejetés sur une petite île. Ils avaient longtemps été considérés comme les restes d'un rorqual de bride ordinaire. Mais une analyse plus approfondie a révélé que c'était lui la mystérieuse baleine. En 2003, sur la base de ces vieux os et de nouvelles données génétiques, l'espèce a enfin été officiellement décrite et nommée en l'honneur de son découvreur, le rorqual d'Omura Balaenoptera omurai. Mais c'était une découverte très étrange, presque surréaliste. Les scientifiques avaient décrit une nouvelle espèce de mammifère marin géant, mais personne n'avait jamais vu cette baleine vivante dans la nature. C'était comme décrire une licorne à partir d'une corne trouvée dans la forêt. Le rorqual d'Omura restait un fantôme scientifique, une espèce connue uniquement par des os de l'ADN provenant d'un steak acheté en magasin et des rapports flous de baleiniers. Beaucoup doutaient net même qu'il existe encore immédiatement après sa découverte sur papier. Et voilà 10 ans plus tard, en 2013, Salvatore Serchio et son équipe au large de Madagascar ne se contentent pas de le voir. Ils découvrent une population entière saine et jusqu'alors inconnue de la science de ces baleines. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont pu observer ces animaux mystérieux, étudier leur comportement, enregistrer leurs chansons uniques. Et ce qu'ils ont appris a enfin expliqué pourquoi cette baleine était restée si longtemps et si bien invisible. Contrairement à la plupart des autres grands rorquals qui préfèrent les eaux froides et l'océan ouvert, le rorqual d'Omura est une espèce tropicale qui vit dans les eaux peu profondes dans les zones côtières où il est très facile de le confondre avec le rorqual de Bride qui lui ressemble extérieurement. Il ne forme pas de grands bancs, préférant rester seul ou en couple. Son souffle est bas et discret. Il mène une vie très discrète, presque de guérilla, et sa coloration asymétrique unique lui sert peut-être de camouflage brisant son silhouette dans le kaléidoscope des reflets ensoleillés de l'eau tropicale. La découverte d'une population vivante de rorqual d'Omura est l'un des plus grands événements zoologiques du XXIe siècle. Elle se classe aux côtés de la découverte légendaire du coélacanthe. Ce n'est pas simplement une nouvelle espèce de scarabée ou de grenouille, c'est un mammifère géant à sang chaud respirant de l'air. Trouver une nouvelle espèce de baleine à notre époque est équivalent à découvrir sur Terre une nouvelle espèce d'éléphant ou de girafe. C'est une découverte, un puissant et très opportun rappel de combien nous savons peu sur notre propre planète. Un retour à l'humilité pour l'humanité arrogante. Et qui sait, quel autre monstre mythique ou géant depuis longtemps nage silencieusement dans ces profondeurs sombres et inexplorées. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.